Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info de ce 14 février sur la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, cette formation des jeunes chirurgiens africains à l'hôpital chino-guinéen. Après la phase théorique, les premières interventions ont été faites ce mardi. Les apprenants ont mené des mains de maître la chirurgie plastique et réparatrice sous la vigilance des formateurs. Et puis, nous irons à la biolarité. La qualité de l'eau se pose en termes de défis. Le gouvernement de transition veut y remédier. C'est ainsi que le directeur général de la SEG et ses techniciens sont sur place pour faire l'état de lieu. Enfin, ce 14 février, on célèbre la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. Mais ce soir, vous allez découvrir un couple modèle. Il s'agit de Adia Saran et son époux Karamoko Kefin Kaba. Ils célèbrent leur 56e année d'anniversaire de mariage. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans les titres, formation de jeunes chirurgiens africains à l'hôpital chino-guinéen. Après la phase théorique, les premières interventions ont été faites ce mardi. Les apprenants ont mené les interventions de la chirurgie plastique et réparatrice sous la vigilance des formateurs suisses. Pour cette première journée, aucune complication majeure n'est signalée. Hadia Toubari, Foudibari. Hier, la théorie. Aujourd'hui, place à la pratique. Au bloc opératoire de l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen, ces jeunes chirurgiens plasticiens à peine formés prennent les commandes des interventions chirurgicales. Répartis en 2 groupes de travail, chaque apprenant se livre à l'exercice sous la supervision des formateurs. Sur les cas complexes comme celui-ci, les interventions de la chirurgie réparatrice sont de longue durée. On a eu un cas un peu difficile, de séquelles de brûlure. Au niveau du bras, tout le bras était brûlé. Et on a eu l'obligation d'aller prélever de la peau au niveau du ventre et au niveau de la cuisse pour pouvoir fermer une fois qu'on a libéré le coude qui était complètement bloqué à 90 degrés. Et donc, ça nous a permis de montrer aux étudiants comment gérer ce type de patients et surtout de les laisser travailler, de les laisser opérer un peu, bien sûr en les supervisant. On a eu à faire une syndactylie chez un enfant de 2 ans. En fait, c'est une maladie congénitale qui se caractérise par l'accolement des doigts. Donc on vient de libérer les doigts et puis on a fait un greffage. On nous a très bien expliqué ça hier. Donc aujourd'hui, il a appliqué la technique qu'il nous a expliquée hier et c'est très facile de comprendre. Pour cette première journée d'intervention chirurgicale reconstructive, 6 patients sont programmés, dont 4 enfants. Ils vont passer dans les mains désormais expertes de ces jeunes chirurgiens africains. Leur expérience dans la pratique de la chirurgie plastique et réparatrice devrait servir à chacun dans son pays à prendre en charge les candidats nécessiteux. Certes, je suis généraliste, mais ça ne faisait pas partie de mon cursus. Je n'avais pas étudié ça durant ma formation. Et là, grâce à cette formation-là, j'ai inculqué plus de connaissances et j'espère pouvoir ramener ça chez moi dans mon hôpital. Au compte de cette formation académique, une vingtaine de personnes vont être opérées gratuitement par ces spécialistes. Les jeunes chirurgiens, réparateurs et plasticiens sont issus de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont 4 de la Guinée. Justice, tout d'abord, ouverture ce lundi d'un cas de concertation entre la Cour suprême de Guinée et celle du Sénégal. Il s'inscrit dans la relance de la coopération judiciaire entre ces 2 hautes juridictions, un partage d'expériences qui vise à promouvoir les bonnes pratiques professionnelles. Tcherno Younoussaba. La Guinée et le Sénégal dans un élan de coopération juridique et judiciaire. L'idée se matérialise par une rencontre de partage d'expériences entre les cours suprêmes des 2 pays. Magistrats et professionnels de greffe vont se familiariser avec les techniques de cassation, les recours pour excès de pouvoir, entre autres. Le programme de la présente session prévoit l'examen des techniques de cassation et du recours pour excès de pouvoir. Il vise à étudier plusieurs questions telles que la recevabilité du pourvoi en cassation, qui obéit à un formalisme rigoureux, la recevabilité et la rédaction des moyens de cassation, la Cour ne statuant selon l'adage que sur le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen. J'ai l'espoir ferme qu'au sortir de cet atelier, le personnel de la Cour suprême de Guinée aura davantage de performances pour améliorer la technique de cassation. Être juge de cassation implique une charge d'unification, d'interprétation et d'application du droit avec pour seul but
d'obtenir un traitement équitable des justiciables. La rencontre des deux hautes juridictions est une occasion d'évaluer les réussites et de passer en revue les contraintes respectives. À Conakry, les participants doivent travailler à donner satisfaction aux demandeurs de droit. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, et au nom de tous les membres du gouvernement, souhaiter à nos hôtes du Sénégal les sentiments de satisfaction, mais aussi un agréable séjour de travail parmi nous. Et à inviter les magistrats de la Cour suprême à faire œuvre utile de cette rencontre pour revoir, si vous voulez, tout ce qu'il y a comme point d'affaiblissement à l'effet d'échanger de manière cohérente sur ces points pour adopter enfin les meilleures pratiques. Cette initiative est née d'une rencontre entre les présidents des cours suprêmes de Guinée et du Sénégal en 2022. L'objectif est de promouvoir de bonnes pratiques professionnelles. Procès du 28 septembre 2009, 50 avocats du barreau de Guinée en formation sur les normes relatives à un procès équitable. C'est dans le cadre de l'appui au système judiciaire ONU Droits de l'homme PNUD. Elle est destinée aux auxiliaires de justice impliqués dans le procès du 28 septembre. Abdoulaye Ninguelan Diallo. Cette formation fait suite à celle tenue en octobre 2022 en faveur des magistrats guinéens. L'objectif est d'outiller ces acteurs de la chaîne pénale afin qu'ils contribuent au renforcement de l'état des droits en Guinée. Au bout du compte, ils doivent être aptes à relever le défi qui s'impose à l'institution judiciaire, des aptitudes basées sur des normes relatives au procès juste et équitable, à l'image de celui lié aux événements du 28 septembre 2009 qui se tient actuellement. Il faut que nous partagions les expériences avec d'autres confrères ou praticiens du droit du monde entier qui ont déjà organisé ce genre de procès. C'est pour ça que vous avez même la présence de monsieur le procureur des chambres africains qui a poursuivi Hissène Habré au Sénégal, qui est là. C'est un défi pour n'importe quel avocat qui est dans un procès de remporter la victoire en plaidant, en aidant la justice à la manifestation de la vérité. À travers cette initiative, l'ONU Droits de l'homme entend mettre en œuvre son mandat d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme, ainsi que le renforcement de la coopération avec les institutions de la République. Pour la présente activité, il s'agit d'aider les acteurs de la justice et ceux engagés dans ce procès à fonctionner au mieux de leur capacité pour que ce procès ait des chances d'être équitable. Il intervient, cette formation en tout cas, elle intervient à la suite de celle qui a déjà eu lieu à l'intention des magistrats. La démultiplication des enseignements tirés de cette rencontre d'échanges d'idées et d'expériences figure parmi les principales recommandations formulées au cours de ces 3 jours d'intenses travaux. En plus bref, et en image, à deuxième étape du procès du 28 septembre, les parties civiles ont commencé à défiler devant le tribunal criminel. Ce mardi, Ouri Bailoba, frère aîné de Elhaj Hassan, a disparu lors des événements, était à la barre. La victime pointe un doigt accusateur sur le colonel Pivier Tchiboro et rappelle l'existence des cellules au camp Alpha Yaya Diallo. Pour Ouri Bailo, le colonel Chérif Diaby, ministre de la Santé d'alors, en compagnie des Bérets Rouges, aurait empêché aux familles des victimes de voir les corps de leurs proches. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Lutte contre la corruption, le secrétaire exécutif adjoint de l'Agence nationale de lutte contre la corruption poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Mohamed Konaté s'est rendu dans la capitale de la Guinée forestière, Nzérékoré. Il a installé la directrice de l'antenne régionale avant de passer à l'hôpital et au commissariat central pour des séances de sensibilisation. Adjudant Abakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. À Nzérékoré, première escale de sa tournée de travail, le numéro 2 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, Mohamed Konaté, a installé la directrice de l'antenne régionale de la zone forestière. Certes, les avancées significatives ont été réalisées en matière de lutte contre la corruption, mais au vu de la complexité du phénomène avec ses conséquences désastreuses pour la société, nous sommes convaincus qu'avec l'Agence nationale de lutte contre la corruption,
que chaque entité a une partition à jouer. Et notre action commune sera d'autant plus efficace que nous aurons cultivé la concertation, la collaboration et la coopération. La région forestière vient de connaître la présence de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et c'est ce message qui nous a été donné par monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Il nous a dit qu'il faut pérenniser, faire en sorte que cette agence soit pérennisée. Donc, il ne faut pas vous arrêter à Conakry. Il faut sortir en dehors de Conakry, représenter l'agence, mais aussi rentrer en action dans toutes les régions de la République de Guinée afin que la corruption soit combattue, même dans les villages. En vue de toucher du doigt les réalités vécues dans les structures déconcentrées de l'État à Zérékouré, la délégation a fait un tour à l'hôpital régional et au commissariat central de cette localité. Tout comme les précédentes étapes, les activités ont été menées dans cette localité en présence des autorités administratives, témoins oculaires de ces événements. C'est un ouf de soulagement pour moi de voir aujourd'hui que monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, tient beaucoup compte de la lutte contre la corruption dans notre pays. La corruption constitue un des fléaux que nous devons tous combattre parce que la corruption ne permet pas du tout à un pays de se développer. Cette mission de travail de l'ANLC est attendue les jours à venir dans les régions administratives de Kankan et de Farana. Séisme en Turquie et en Syrie, les secouristes sont toujours lancés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants. Plus d'une semaine après le drame, le bilan fait état de plus de 35 000 morts. Le président du CNT, à la tête d'une délégation, s'est rendu ce mardi à l'ambassade de la Turquie en Guinée pour présenter ses condoléances. Robert Siditolno. Dans la nuit du 6 février dernier, la terre a tremblé en Turquie, un pays frère et ami de la Guinée. Le bilan humain est accablant et ne fait que s'alourdir. Plus de 37 000 morts sont comptabilisés à ce jour. Très touché par ce drame, le président du CNT à la tête d'une délégation parlementaire vient présenter ses condoléances à l'ambassadeur de la Turquie en Guinée et l'ensemble du personnel diplomatique. Ici, Dr Dansa Kourouma écrit une plume chargée de chagrin dans le livre de condoléances. C'est un message de compassion. Et sur fond de prière, d'ardentes prières déjà, et d'invocation pour le peuple turc, pour que ceux qui sont morts retrouvent la grâce et le pardon de Dieu dans le paradis éternel, et pour que le peuple turc, peuple ami et frère de la Guinée, ait la foi, la force de remonter cette épreuve. Ce sont également les compassions du peuple de Guinée, dont le CNT est la représentation nationale, en faveur de ce peuple qui a tendu la main aux milliers de compatriotes guinéens. Après ces moments chargés d'émotions et de réconfort moral avec les représentants d'un pays sonné par la catastrophe, mais debout, le président du CNT quitte les locaux de l'ambassade de la Turquie, un pays avec lequel la Guinée entretient de très bonnes relations. En province, tout d'abord, à Tamita, préfecture de Bofa, les initiatives se multiplient pour accompagner les acteurs du monde rural. Récemment, la structure Agrimine Guinée Prospérité a regroupé les 14 districts de la localité en toile de fond, améliorer leur aptitude à montage de projets agricoles. Aboubakar Diaby, Sidi Kisila. Nous sommes dans la sous-préfecture de Tamita, une localité relevant de la préfecture de Bofa. Ici, ces derniers temps, les activités minières surpassent de loin celles agricoles. Une situation qui continue d'inquiéter plus d'un. Pour inverser cette tendance, Agrimine Guinée Prospérité forme les communautés impactées sur les techniques culturelles et le montage de projets. Je remercie Agrimine Guinée. C'est un projet que nous allons entretenir. Franchement, c'est un offre de soulagement. Si un pays veut émerger, il faut qu'il y ait l'agriculture. Donc combiner l'agriculture et les mines déjà qui est dans notre localité, c'est une offre de soulagement. Tamita constitue l'une des localités de Araponka les plus impactées par les mines. Développer l'agriculture en mettant en valeur les plaines et bas-fonds reste un pari à gagner. Par ce conclave de partage d'expérience,
la commune rurale de Tamita et ses villages environnants sollicitent l'assistance des sociétés minières pour avoir des financements. Aujourd'hui, ce que nous voulons à ce que l'ONG nous aide à avoir des outils appropriés pour l'agriculture, pour l'élevage. C'est une cohésion entre mines et agriculture. Mais l'ONG est là pour appuyer les communautés sur le plan agricole. Donc c'est dans ce sens qu'on veut appuyer pour avoir non seulement utilisé pour la famille, mais aussi faire les chiffres d'affaires dans ce sens. Cette localité à vocation agro-pastorale compte 14 districts. À travers cette initiative d'Agrimine Guinée Prospérité, la bonne collaboration des communautés avec la société SD Mining se renforce davantage pour soutenir durablement les activités agricoles et pastorales en faveur de l'autosuffisance alimentaire et du développement à la base. À l'Abbé également, la rareté et la qualité de l'eau se posent en termes de défis. Le gouvernement de transition veut y remédier. C'est ainsi que le directeur général de la Société des eaux de Guinée, ses techniciens sont sur place pour faire l'état des lieux. Aboubakar Kamara annonce des solutions fiables et pérennes. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Mamadou Alpha Baldi. Depuis un certain temps, l'amélioration de la fourniture d'eau potable pour les populations est continue. Cela grâce à la volonté affichée des responsables de la Société des eaux de Guinée et la détermination du colonel Mamadi Doumbouya à rompre avec les vieilles pratiques. À l'Abbé, comme dans les autres régions, les techniciens de la SEG font l'autopsie des installations de la société en vue de corriger les insuffisances constatées. Nous avons eu pour volonté de pouvoir déceler les problèmes et les acquis justement de la SEG. Nous avons constaté que beaucoup d'efforts ont été faits en termes d'augmentation de capacité en ce qui concerne la desserte en eau potable. Sans électricité, il est très difficile, c'est vrai, de pouvoir donner la capacité donc, de production à son maximum. Ce problème sera réglé, donc nous l'avons appris c'est dans 1 ou 2 mois. Sur le terrain, le directeur général s'engage à améliorer la desserte en eau et prodigue d'utiles conseils, notamment sur la gestion rationnelle du produit et le paiement régulier des factures. Il faut d'ailleurs féliciter cette ONG qui passe tout son temps à reboiser l'alentour de ce fleuve. Le diagnostic est posé et dans les jours à venir, des corrections idoines seront apportées afin de soulager les consommateurs de la ville de Karamoko-Alpha Moulabé et environnant, selon cette équipe qui vient de passer dans la région. Après la 4e région militaire du pays, la mission d'inspection des garnisons militaires et gendarmerie s'est rendue à la 3e région de Kankan. Partout, le général de brigade Abdoulaye Keïta a appelé les forces de défense et de sécurité à renforcer la vigilance et à demeurer républicaine. Sergent-chef Abdoul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Après les bataillons et compagnies d'infanterie de Beila et Senko dans la 4e région militaire de Nzérékoré, la mission de contrôle et d'inspection dirigée par l'inspecteur général des forces armées guinéennes est arrivée dans la 3e région militaire de Kankan, de Kérouané à Mandiana, en passant par la portion centrale de Kankan. Toutes les positions des forces de défense et de sécurité ont été sillonnées. Je voudrais vous transmettre les salutations du commandant en chef des forces armées, président de la transition, chef de l'État, du ministre de la Défense nationale qui m'a mandaté de venir sur toutes les positions, voir de visu en contrôlant le personnel, les matériels, les infrastructures, les moyens mis à votre disposition pour accomplir votre mission. Quels sont vos problèmes? Les recenser et les remonter à la hiérarchie pour améliorer vos conditions de travail. Cette mission de contrôle est vivement saluée par le commandant d'unité des jeunes concernés. L'inspection, c'est une initiative qui me réjouit à plus d'un titre. Ça permet aux unités de se remettre en forme, de se conscientiser et de remettre l'ordre dans leur environnement professionnel. Depuis que je suis au commandement,
C'est la première fois que l'inspection passe dans les unités pour contrôler effectivement les infrastructures, les équipements, les ressources humaines, les finances. En un mot, toutes les structures pouvant contribuer à la bonne marche du commandement. Kindia, première région militaire, et la deuxième région militaire de l'Abbé seront les prochaines étapes de cette mission d'inspection du ministère de la Défense nationale. Au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on ne parle pas que de maçonnerie ou de menuiserie. On parle aussi de technologie et d'innovation. Le chef de département vient d'initier un programme qui consiste à booster les filières dans ce domaine. Mais comment tout cela va-t-il se passer? Quelles sont les options qui sont concernées par cette opération? Des éléments de réponse avec Yarnos Mandialo. Avec le raccordement des écoles régionales d'art et de métiers au réseau EDG, il devient possible de mettre en marche les équipements électroniques et développer leur potentiel. Mais avec l'évolution technologique, la nécessité de former les formateurs se pose. La plupart d'entre eux ont été formés au Maroc il y a 5 ans environ. L'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel conduit ce programme de perfectionnement en automatisme industriel pour qualifier la formation dans les domaines technologiques au sein des IRAM et à l'ENAM. Entre 2016 et 2018 jusqu'à maintenant, la technologie a évolué, donc il faut qu'ils rafraîchissent leurs connaissances. C'est pour ça qu'on a investi au niveau de l'AMPET à l'acquisition de nouveaux boîtiers d'automates programmables miniaturisés, qui fait qu'ils ont pu faire les démonstrations dont on a pu assister. Ça nous permet de développer une compétence surtout en électronique, donc l'intelligence artificielle en général. Donc du coup, c'est une façon de pouvoir modéliser ou peut-être réduire tout un schéma qui constitue beaucoup de fils ou beaucoup de composants. Donc on peut retrouver tous ces composants-là dans un automate programmable. En investissant dans la formation des formateurs en automatisme industriel, le ministère en charge de l'enseignement technique à travers l'AMPET poursuit son programme de revalorisation du secteur avec des filières de formation qui intéressent de plus en plus les jeunes et les employeurs. L'on s'assure ici à bien préparer les apprenants à saisir toutes les opportunités d'insertion qui pointent à l'horizon. À la fin de cette formation, presque tous nos formateurs actuellement, ils arrivent normalement à se connecter avec l'automate, à le programmer, à l'exploiter, à le câbler. Et c'était une réalisation très positive qu'on a pu atteindre à cette fin de formation, bien sûr, avec l'implication parfaite des formateurs des différentes régions de la République de la Guinée. On a misé sur le renforcement du capital humain, même faire une mise à niveau au niveau des formateurs d'abord, et ça grâce à l'appui inconditionnel de Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, ce qui fait que nous arrivons à mettre en œuvre toutes les bonnes initiatives allant dans le sens du renforcement des capacités de nos formateurs. Dans la politique nationale de l'enseignement technique, la qualification des ressources humaines et la promotion des métiers innovants constituent deux des principaux points fondamentaux que l'on retrouve également dans la feuille de route du ministère. Espace éducation du Breka, à l'instar des autres préfectures, prépare également les examens nationaux. Des rencontres d'échange et d'informations sont entamées. Invite est faite aux élèves et encadreurs à la rigueur, mais il a été aussi question de présenter aux candidats le nouveau logiciel de prise de photos sécurisé. Abdulaziz Baldé, Kandesila. La préfecture du Dubreka s'engage pour des examens crédibles et transparents. La direction préfectorale de l'éducation prend aujourd'hui les devants et lance une campagne d'information et de sensibilisation à l'endroit des candidats. Ce lundi, les élèves du groupe scolaire Solokouré accueillent les autorités éducatives pour des échanges captivants. La technique de la prise de photos et l'importance des codes QR sont longuement abordées autour du mât. Nous sommes là pour le lancement de la nouvelle application de prise de photos. C'est une application dont toutes les informations relatives aux candidats sont déjà intégrées dans la base. Cette application, la substitution est complètement bannie. D'habitude, on prenait assez de temps pour la prise de photos. Mais avec cette nouvelle application, le temps est réduit. Le glissement de photos aussi est complètement écarté. Chez les élèves, les yeux sont désormais rivés vers les évaluations finales. Je compte réviser, suivre bien l'explication des professeurs, m'entraîner pour pouvoir aborder l'examen. Nous, éducateurs, nous sommes très contents vraiment
ce projet de moralisation et de crédibilisation des examens à travers la lutte contre la fraude. Dans quelques mois, les candidats vont affronter les épreuves sur l'ensemble du territoire. À Dubreka, le slogan « Tolérance zéro » est toujours de mise. Non seulement les surveillants vont d'abord prêter serment pour aller à la surveillance, celui qui blague avec une fraude, tu te verras au grand jour et tout le monde entier va te voir. Nous invitons les élèves à être réguliers en classe, à être assidus et à être ponctuels à l'école. Pour les examens de cette année 2023, plusieurs nouveautés seront expérimentées, comme par exemple l'installation des caméras de surveillance dans les centres. Lutte contre l'abandon scolaire à Sigiri, de nouvelles infrastructures sortent de terre pour encourager l'éducation des enfants dans les zones minières. C'est une action d'un paysan leader engagé à accompagner l'éducation de la petite enfance. RTG Kankan, Diamokaba. Plus jamais, aucun enfant ne va abandonner l'école à Sigiri. Le temps est donné et les moyens sont créés. De nouvelles infrastructures sortent de terre pour encourager l'éducation des enfants. L'édifice va promouvoir l'islam pour expirer et accompagner le système éducatif dans cette zone minière où l'exploitation artisanale de l'or domine la communauté. J'ai construit cette école franco-arabe pour soutenir et surtout assister le gouvernement dans son combat d'éducation des enfants du pays. Nos impressions sont très bonnes et nous encourageons toutes les bonnes volontés à vraiment entourer cette école de bons soins. Parce que l'école qui vient d'être construite, c'est pour tout le monde. À Bouré Boukaria, le même engagement patriotique vient en appui à une maison de Dieu. En souffrance depuis des années, sa finition est financée par un fils du terroir. Le coût, 30 millions de francs guinéens pour accueillir les fidèles musulmans dans un bref délai. Le financement de ces travaux est la réponse d'une doléance. Désormais, le rêve devient une réalité. Pankali Kamara, merci pour cet appui. Ce donateur est l'un des paysans leaders de la savane guinéenne. Sa passion pour l'agriculture affiche sa détermination sur le chemin du développement local. Promotion des langues nationales en Guinée, l'Alphabenco célèbre son centenaire. C'était au mois de novembre dernier. 4 mois après, la coordination du réseau central a remis le rapport d'activité aux autorités de l'Institut de recherche linguistique appliquée et à la direction de l'alphabétisation. Yaya Silla. L'Institut de recherche linguistique appliquée, IRLA, et la Direction nationale de l'alphabétisation non formelle et la promotion des langues nationales, 2 entités au service de la promotion des langues nationales. Ces directions reçoivent le rapport d'activité du centenaire de la naissance de Souleymane Kanté, inventeur de l'Alphabenco. Cérémonie célébrée à Kankan du 24 au 25 novembre dernier par le réseau central de l'Alphabenco. Nous avons la construction, par exemple, d'un centre, d'un complexe scolaire et universitaire Unko. Il y a aussi la création des radios Unko, des télévisions Unko dedans. Il y a également la création d'une filière Unko français en Guinée, à l'image du franco-arabe. Donc nous avons aussi plaidé dans ce document pour que désormais l'Unko soit inséré dans le système éducatif guinéen. Les responsables de l'Institut de recherche linguistique appliquée IRLA et la Direction nationale de l'alphabétisation non formelle ont loué les efforts des ONG dans la promotion des langues nationales. Donc c'est un sentiment de joie que les ONG, les associations, les réseaux qui font la promotion des langues nationales, qui font de l'alphabétisation, déposent vraiment leurs rapports publiquement pour les transférer à la hiérarchie. Donc c'est la volonté, c'est le gage d'une bonne collaboration entre les services de l'État et les partenaires de la société civile. La création de l'Alphabenco et des autres alphabets, des autres systèmes d'écriture dénote de la créativité de notre peuple, le Guinéen. Le Guinéen est créatif. Il faut encourager toutes les initiatives. L'alphabet phonétique Nko est pratiqué dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine. Pour aider les apprenants, le réseau central Nko vient de mettre une application dans Play Store afin de faciliter l'accès au public sans aller à l'école.
En interactualité, le ministre des Affaires étrangères est à Washington. Dr Maurice Sanda Kouyaté a rencontré les responsables de Rio Tinto Exim Bank sur instruction du chef de l'État qui fait du projet ciment une priorité de son programme de refondation. Il s'agit d'exploiter les ressources minières dans le respect des conventions internationales. Fatoumata Samoura. La Commission du développement social ouvre sa 61e session sur le vieillissement, le plein emploi productif et le travail décent pour surmonter les inégalités, avec pour défi majeur accélérer le relèvement après la pandémie de Covid-19 et la mise en œuvre intégrale du programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est le thème prioritaire de cette année et le sujet fait débat. Avec l'avènement le 5 septembre 2021 du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, conduit par son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, la République de Guinée a entamé une phase décisive de son développement social qui s'articule suivant la charte de la transition sur 5 axes prioritaires, dont l'un axé sur l'action sociale, l'emploi et l'employabilité. Dans sa politique de relèvement post-Covid, le gouvernement de Dr Bernard Goumou, Premier ministre, s'est engagé sur le front social et a considéré la lutte contre le chômage, la corruption, le sous-emploi et les inégalités sociales comme le levier d'un développement résilient. L'examen du plan d'action de Madrid sur le vieillissement a ressorti la nécessité d'insérer les personnes du troisième âge dans le processus de développement. Les autorités de la transition s'emploient activement à l'amélioration des qualités de l'enseignement et des services de santé publique à travers la construction des infrastructures scolaires et sanitaires modernes, ainsi que la qualification des enseignants et du personnel soignant, la valorisation de la pension des retraités et la redistribution des richesses de l'État. À tour de rôle, les États membres ont dénoncé les inégalités sociales et plaidé en faveur de la création d'emplois productifs et d'un travail décent pour toutes et tous. Vous l'avez compris, c'est plutôt la ministre de l'Action sociale qui a pris part à une rencontre aux Nations Unies sur le respect des droits des personnes âgées. Aïcha Nanette Conté a rappelé les efforts du CNRD dans cette croisade. Dans l'actualité également, ce 14 février, on célèbre la Saint-Valentin ou la fête des amoureux. Mais ce soir, vous allez découvrir un couple modèle. Il s'agit de Adia Saran et son époux Karamoko Kefin Kaba. Ils célèbrent leur 56e année d'anniversaire de mariage. Un couple qui sert d'exemple à la nouvelle génération qui veut garder longtemps leur foyer. Maké Medonzo est allé à leur rencontre, images et témoignages. C'est lors des festivités de la quinzaine artistique de 1963 que Sarandaraba voit pour la toute première fois son époux Karamo Kefin Kaba. La jeune fille d'alors n'avait que 17 ans et Karamo, député à l'Assemblée nationale, faisait partie des invités de l'événement culturel qui se tenait à Dabola. Au premier regard, Honorable Kefin est attiré par la jeune étudiante en vacances auprès de sa grande famille à Kouroussa, où Elhadj Biro Kanté était le gouverneur de la région. Aux festivités, Elhadj Biro se faisait accompagner par la petite vacancière qui se ressourçait dans sa ville natale. Sous la Première République, chaque année, il y avait une quinzaine artistique et culturelle qui réunissait tout le pays. Ça se faisait d'abord de manière locale, au niveau des régions. Donc la région de Kankan faisait sa quinzaine artistique à Dabola à l'époque. Et Elhadj Biro Kanté était de Dabola. Il était le gouverneur de Kouroussa. Le gouverneur a demandé que je l'accompagne avec le député à la quinzaine artistique. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. 4 ans après, ils s'unissent par le lien sacré du mariage. Toujours étudiante à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Madame Kaba concilie avec harmonie le foyer et les études. J'ai fait mon ménage, mes études en même temps.
j'ai fait des enfants, j'ai fait 2 enfants. Quand j'étais encore étudiante, j'ai dû planifier. J'ai planifié mon temps. Par exemple, pendant plusieurs années, je me réveillais à 5 heures du matin, je préparais à manger. Toute la journée, le repas était prêt à 7h30. Je gardais le repas à la maison. J'amenais les enfants qui étaient tout petits chez une voisine qui avait une petite école maternelle. Pharmacienne de formation, Hadja Sarandaraba Kaba occupe plusieurs postes de responsabilité en Guinée, mais aussi dans la sous-région ouest africaine. Du premier régime à nos jours, de l'eau a coulé sous les ponts, mais la complicité de ce couple reste intacte après 56 ans de vie conjugale. Au-delà des 2 personnes qui se marient, c'est d'abord l'alliance de 2 familles. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que les jeunes comprennent. Quand on se marie, ta personne n'est rien par rapport à ce que ta famille, n'est-ce pas, représente, ta communauté, ton village, ta région. Tu as une responsabilité, tu es l'ambassadeur de cette famille-là. Seule chez son mari, la mère de 7 enfants de l'âge Karamo Kefin Kaba a arrêté toutes ses activités de consultation à l'international pour rejoindre son époux, qui est le chef traditionnel de la ville de Kankan, Sotikemo Amalenke. Pour cet esprit de sacrifice pour le ménage et tant d'autres anecdotes très instructives, ce couple de plus d'un demi-siècle de vie conjugale est une source d'inspiration pour les jeunes générations. Enfin, la direction générale du Centre de lecture publique et d'animation culturelle récompense ses champions, parmi lesquels 2 journalistes de la RTG, l'idée de donner plus d'efficacité et de visibilité sur le livre et la lecture en Guinée. Tabansila, Ibrahim Sissé. Une trentaine de personnalités issues de l'administration publique et du secteur privé élevées au rang d'ambassadeurs du livre. La cérémonie est organisée par la direction générale du Centre de lecture publique et d'animation culturelle, chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de vulgarisation de la lecture et du livre en Guinée. Parmi les bénéficiaires figurent 2 oiseaux rares, Mikini Moussa Kamara et Mohamed Bangoura de la RTG. Il y a certaines qui reconnaissent ces efforts comme les responsables de cette institution. Et donc je dédie ce prix à l'ensemble du personnel de la RTG, et les responsables et tout le personnel sans exception. Et je vais m'engager personnellement à amplifier encore ce que je faisais par le passé, redoubler d'ardeur avec tout un engagement pour accompagner le secteur du livre pour faire la promotion du livre. Le CELPAC a initié cette fois-ci de prendre ces grandes personnalités, ces personnes qui évoluent dans tous les secteurs, pour pouvoir les accompagner à vraiment mener à bien cette noble cause. Ce qui est primordial, l'éducation, la formation, la lecture. Les ambassadeurs sont sélectionnés sur le talent, l'intégrité, la probité morale et l'engagement du bénéficiaire dans la promotion du livre pendant des années. Le CELPAC a besoin de plus de visibilité. Et quand on sait que pour faire la promotion du livre, puisque c'est une de nos missions, c'est la vulgarisation du livre et de la lecture publique, donc il nous faut des gens, des porteurs de voix. Donc notre choix s'est porté sur certaines personnalités de différentes catégories ici en Guinée pour justement jouer ce rôle de porte-voix et d'influenceur. Ces impétrants participeront à toutes les activités importantes du Centre de lecture publique et d'animation culturelle. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Nos programmes se poursuivent sur le www.rtgkoloma.info. On se dit à bientôt, Inch'Allah.